Donc, bonjour à tous, je suis Faustine Guémard, je suis directrice de la stratégie chez Epir, qui est une société spécialisée dans l'électrification de la chaleur industrielle. Bonjour à tous, Christophe Dumas, je suis le directeur général de la société Sab Solar. Nous sommes des développeurs et exploitants de grandes centrales solaires en milieu agricole. Donc je vais commencer par présenter effectivement notre activité. Donc nous sommes développeurs, nous avons 20 ans d'expérience dans l'énergie renouvelable. On a commencé donc en 2008, donc à travailler toujours avec nos clients qui sont agriculteurs. On a commencé par des bâtiments agricoles et des grandes serres de culture photovoltaïque. Le problème majeur dans l'énergie renouvelable depuis une vingtaine d'années, c'est que les projets sont assez longs à développer et que administrativement, les conditions sont assez compliquées. Ça veut dire qu'on a besoin, nous, d'un cadre réglementaire pour pouvoir investir et pour pouvoir construire après. Quand on fait un projet, par exemple, on peut investir 200 000 euros sur un dossier. Notre métier, c'est d'obtenir un permis de construire. Si on n'a pas le permis de construire, le dossier ne se fait pas. Donc notre métier, c'est d'investir en masse sur du volume, d'accord, et sur de la qualité de projet et sur différentes thématiques en fonction de l'évolution des mœurs dans l'énergie renouvelable. Donc, est-ce qu'on va passer là? Ah oui, c'est à moi de le faire, pardon. C'est à moi. Voilà. Donc, pour résumer, c'est véritablement en 2018-2019, avant le Covid, où on s'est dit, il faut qu'on se concentre sur un segment qui n'existait pas forcément. Il y avait de la recherche et développement, d'accord, en milieu agricole, puisqu'il était interdit de mettre des panneaux sur des terrains agricoles. La réglementation ne le permettait pas. Donc, on s'est dit, il y a quelques panneaux, il y a de la recherche et développement. Ça a commencé sur de la viticulture et de l'arboriculture. Ça s'appelait l'agrivoltaïsme dynamique. Dynamique, c'est qu'il y avait une synergie entre la plante et le panneau. Ça veut dire que les panneaux guidaient les rayons du soleil pour effectivement assurer la croissance de la plante et la protéger des aléas climatiques. Donc ça marche très bien parce qu'on a une centrale de 6 MW qui est construite à Cruscade, à côté de Carcassonne, et on s'aperçoit que la vigne pousse 4 fois plus vite sous les panneaux, que l'agriculteur peut travailler dans de bonnes conditions climatiques, et que la zone témoin, dépourvue de panneaux, effectivement, subit les aléas, notamment la sécheresse. Donc, stratégiquement, en 2018, on s'est dit, oui, mais il faut intéresser l'ensemble des filières agricoles. Et depuis 2018, la tendance sur le marché, celle qui remplace l'éolien, d'accord, ça en termes de production massive, puisque l'éolien, il y a deux problèmes, l'acceptabilité paysagère, les machines sont très hautes, les gens n'en veulent pas forcément dans leur paysage, même si le paysage, c'est pas que ce que l'œil embrasse du regard, mais surtout une construction sociale. Et le deuxième problème, c'est technique. L'éolien, c'est des sites, et pour les trouver, il faut être à 500 mètres des maisons, il faut être à côté d'un point de raccordement, il faut être dans des milieux environnementaux sans contrainte réglementaire, et c'est assez compliqué. Et il y a une interdistance entre les machines qui, effectivement, répond aux conditions aérologiques qui sont nécessaires à son exploitation. Donc, on a misé effectivement sur l'agrivoltaïsme, et à ce jour, on a à peu près 800 clients, d'accord, à peu près 15 000 hectares de projets pour une puissance qui est de 2 gigawatts. On a déposé à ce jour presque 1 gigawatt de projets en instruction, et on a commencé en 2019, on est en 2026, ça fait 7 ans, et on commence à obtenir nos premiers permis. Donc c'est pour montrer que la temporalité, elle est longue dans l'énergie renouvelable. L'idée de l'agrivoltaïsme, c'est d'assurer deux choses. Une grosse production d'énergie sur des terrains agricoles, d'accord, sur entre 5 hectares et une trentaine d'hectares, avec une puissance de 15 mégas de moyenne, et également la souveraineté alimentaire, parce que l'idée, voilà, c'est que on va construire une centrale, donc soit pour de l'élevage, soit pour la protection des cultures, notamment céréalières, et on va verser un revenu à l'agriculteur. L'agriculteur va recevoir environ 2500 à 3000 euros par an pendant 30 ans, pour effectivement en loyer durant toute la durée d'exploitation de la centrale. Parallèlement, on finance effectivement les clôtures et nos équipes réfléchissent à ce que son projet agricole, parce que c'est un projet qui doit être périn, donc c'est un projet qui est construit avec des ingénieurs agronomes, sur pendant 2 ans, 3 ans. Il faut que les structures puissent lui apporter une aide, et cette aide, je vais vous les montrer, puisqu'on a 2 types de structures fondamentales. Alors je vous montrerai peut-être certainement après, et je vais repasser sur cette diapo-là. C'est pour montrer que l'énergie renouvelable, qui est localisée dans le monde rural, ça produit beaucoup. Ici, vous avez une centrale qui fait à peu près 22 mégawatts
d'accord, et qui produit pour 8000 foyers. Tous les points orange que vous voyez ici, c'est la distribution de l'énergie à proximité grâce à une centrale agrivoltaïque. C'est colossal. Ça veut dire que avec du solaire et avec un mix énergétique bien réfléchi, on peut effectivement subvenir aux besoins largement du territoire français. Pour l'instant, cette énergie, elle est valorisée. Donc, nous investissons, l'agriculteur ne paye rien, d'accord, c'est notre société qui porte le CAPEX, et on revend notre énergie à travers des contrats effectivement réglementés, notamment avec l'obligation d'achat. Le marché est en train de changer, et il y a de nouvelles dispositions, par exemple, qui nous permettraient de vendre l'énergie à des industriels. Ça s'appelle l'autoconsommation collective. Et on va cibler à 20 km maximum du site des industries sur lesquelles on va signer directement des contrats avec eux. Ça veut dire qu'on est capable, nous, d'avoir un modèle rentable et eux font une économie d'énergie par rapport au prix actuel de l'énergie. Et ils ont un revenu, une énergie fixe pendant 30 ans qui est fixée avec nous. Voilà. Et ça, c'est un modèle qui est en train d'évoluer. Et c'est ce type de structure que vous allez bientôt voir dans nos campagnes. Ici, vous avez des ombrières, ça s'appelle des trackers. En fait, ce sont des ombrières qui sont à 4 mètres de haut, qui sont mobiles. Mobile dans le sens, il y a un moteur qui va guider les panneaux en fonction de la courbe de production du soleil. D'accord, ils vont bouger. On va faire ce qu'on appelle du pâturage tournant dynamique. Ça veut dire que par certains moments, on va mettre des troupeaux sur un espace. On va mettre les panneaux à plat et le troupeau va pouvoir pâturer. Dans un second temps, on va changer l'emplacement du troupeau et on va passer en full tracking sur cet espace-là et on va produire à 100%. Voilà. Et on obtient des heures de production qui sont assez importantes en matière de photovoltaïque. Donc, l'idée, c'est d'apporter une solution pour le bien-être animal. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus de problème de sécheresse, il n'y a plus de problème de stress lié à l'augmentation des températures et l'évolution du climat. La pousse de l'herbe est meilleure effectivement sur ce type de solution technique. La deuxième solution technique que vous voyez en bas, ce sont des claustras, ce sont des barrières brise-vent, ça empêche l'averse du blé. Donc ça produit différemment et ça c'est intéressant puisqu'effectivement par rapport au tracker qui suit la course du soleil, ici on produit au zénith, on n'aura pas de production puisqu'ils sont orientés est-ouest. Donc on aura une production le matin en énergie, une production l'après-midi. Et on peut effectivement trouver un petit peu de nouveaux systèmes. On a des tables qui sont un peu plus fixes, un peu plus bas quand c'est de l'ovin pour des moutons. Et ça permet effectivement de soutenir les filières pendant un certain nombre d'années. Voilà. L'avantage effectivement du photovoltaïque, c'est que le photovoltaïque, ça a débuté en 2008. En 2008, les coûts d'investissement étaient 4 fois plus importants que maintenant. Les panneaux étaient 4 fois plus chers. Les capex ont baissé pendant 20 ans, c'est-à-dire les coûts d'investissement. Et maintenant, on arrive effectivement à un équilibre et notre modèle il tourne au final avec une revente de l'énergie entre 75 et 80 euros du mégawattheure, c'est-à-dire 8 centimes du kilo. D'accord. La prévisibilité sur le long terme de la production est avérée. On a des outils qui permettent de calculer, notamment comme PVSYST, et on s'aperçoit qu'en fonction de nos prévisions, nos modèles, on est toujours à peu près légèrement pessimiste et on gagne toujours un gain de 5% de plus en général par rapport à nos prévisions. Je vais passer là-dessus. Alors, j'ai passé la parole à madame. Et juste pour finir, pour résumer, en fait, l'énergie renouvelable, l'éolien, le solaire, etc., ça fait 20 ans que ça a commencé vers les années 2000. Et on est toujours habitué, il y a toujours des évolutions techniques. Et nous, on pense qu'effectivement, il faudrait un cadre réglementaire beaucoup plus stable, beaucoup plus rapide. C'est pas forcément facile de travailler sur des projets qui ont 5 ans ou 7 ans. Vous commencez avec un coût d'investissement et un prix, et votre prix d'énergie après baisse au bout de 5 ans ou 7 ans. Et ça forcément, à un moment donné, le modèle, il faut le rééquilibrer, le repenser. Voilà. Merci. Merci beaucoup Christophe. C'est très intéressant et en fait l'activité d'Epir, elle est un petit peu de l'autre côté de la production d'électricité. Elle est sur la partie consommation. Les énergies renouvelables se sont beaucoup développées en France comme ailleurs et on en est très heureux. Et ça crée des phénomènes nouveaux et des équilibres nouveaux sur les marchés de l'électricité qui sont parfois perçus comme des challenges à juste titre, mais qui sont aussi des opportunités. Là, ce que je vous présente à l'écran, c'est un peu barbare, désolé pour tous ces chiffres, mais c'est l'évolution des prix de l'énergie au cours d'une journée. Donc là, vous avez les 24 heures d'une journée. Et en fait, on se rend compte que au milieu de la journée, et ça c'est les différentes années, donc c'était moyenne pondérée, et on se rend compte que la courbe se creuse, au milieu de la journée, l'électricité est de moins en moins chère sur les marchés, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'offres grâce à la production solaire.
Ce déséquilibre-là, en fait, il crée aussi une situation d'opportunité. Ça veut dire que l'électricité peut être significativement moins chère, notamment pour les gros consommateurs et notamment pour les industriels. C'est de cette opportunité que Epir a voulu tirer parti en partant d'un constat. Aujourd'hui, dans l'industrie notamment, la consommation d'énergie générale est très très dominée par le fossile. Alors qu'on a la chance en France de produire une électricité locale qui sert aussi le milieu rural et qui permet d'être souverain aussi. On peut parler de souveraineté alimentaire. On a aussi toute la partie souveraineté énergétique. On importe du pétrole, on importe du gaz, on n'importe plus beaucoup de charbon. Mais effectivement, on a aussi cet enjeu on a une électricité locale qui est sous-utilisée à certaines heures et on arrive à avoir certaines absurdités de ce qu'on appelle l'écrêtement. Je pense que vous en êtes un petit peu les victimes aussi. À savoir que quand les prix atteignent le seuil des 0 €, donc quand les prix deviennent négatifs, les centrales solaires notamment sont obligées de s'arrêter. Donc c'est concrètement de l'électricité qu'on met à la poubelle alors qu'on pourrait la produire. Il y a un segment là-dessus qui est très non adressé dans la chaleur industrielle. La chaleur industrielle, c'est les 2/3 de la consommation d'énergie dans l'industrie et c'est également à 85% fossile. Donc en fait, il y a un potentiel gigantesque par l'électrification, à la fois de valoriser notre production d'électricité locale et de décarboner l'industrie tout en améliorant notre souveraineté. Donc si on prend quelques chiffres très rapidement, je vous parlais des heures écrêtées, donc ça veut dire les heures à prix négatif. En France, en 2024, on a écrété à peu près 1,7 TWh d'électricité solaire et éolienne. Et les heures de prix négatif ne cessent d'augmenter. On en avait 150 en 2023, on en a eu 500 l'année dernière. Donc ça, c'est assez massif. Par ailleurs, en termes de potentiel électrifiable, je vous le disais, l'industrie est une très très grosse consommatrice de chaleur et de chaleur notamment produite à partir de gaz naturel. On estime que dans les besoins de vapeur, c'est environ 90 TWh par an. Et toute cette vapeur-là, c'est des procédés qui sont très facilement électrifiables et donc du coup qu'on pourrait convertir vers de l'électricité. C'est à ça que sert Epir, et puis ça répond aussi à un deuxième constat qui est que les entreprises sont de plus en plus et les industriels notamment de plus en plus confrontés au prix du gaz qui fluctue. Donc on a les prix évidemment en 2022, crise de l'énergie. Là ça revient à des niveaux à peu près normaux, mais qui restent 2 fois supérieurs au niveau d'avant crise. Il n'y a pas de projection qui nous dit qu'on reviendra à un prix qui était à 20 €, on va plutôt rester autour de 40. Et par ailleurs, la réglementation qui évolue, notamment avec le marché des quotas carbone, etc., qui contribue à renchérir le coût de l'énergie carbonée pour les entreprises. Donc que fait Epir ? Epir, c'est une solution de stockage thermique à partir d'électrification. Donc concrètement, on se connecte au réseau électrique. On se charge quand le soleil brille et quand le vent fait tourner les éoliennes. On vient remplir un stockage sensible et ensuite on produit de la vapeur. Je vais vous montrer une petite vidéo très rapide juste après. Tout ça, ça nous permet de produire une chaleur qui est à la fois décarbonée, compétitive et facile d'intégration. Ça veut dire qu'en fait, on va minimiser au maximum la disruption sur les sites industriels pour s'assurer qu'on puisse s'intégrer sans devoir arrêter le procédé de production industrielle. On a aujourd'hui un premier projet qui est en cours de mise en service, qui est chez un papetier à Troyes. Donc les papetiers, si vous le saviez pas, moi je le savais pas avant de commencer, mais utilisent énormément de vapeur pour faire du séchage. C'est pas forcément intuitif, mais le séchage du papier passe par une consommation assez massive et continue de vapeur. Elle est aujourd'hui, cette vapeur produite exclusivement sur la plupart des sites avec du gaz naturel, avec des chaudières parce qu'elles sont faciles d'opération, parce qu'on les connaît bien. Et donc nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient hybrider cette chaudière à gaz avec notre système. Qu'est-ce que ça va marcher ? Donc je vous présente la vidéo de notre premier projet, c'est très rapide, mais comme ça vous comprendrez comment on fonctionne. Donc c'est sur le site de Papetier qui est à Troyes, comme je vous le disais. Donc là, vous avez notre première unité. Et je vais vous voir comment ça fonctionne. Donc on a plusieurs modules. Le premier module, c'est un module de charge qui se trouve en bas à droite. Donc il y a un ventilateur qui vient faire circuler de l'air qui passe à travers des résistances. Et donc cet air est chauffé avec des résistances jusqu'à 1000 degrés. L'air ensuite continue son chemin dans ces containers et dans lesquels il y a des briques de céramique. C'est ni plus ni moins que des briques comme dans un four à pizza qui se chauffent et qui permettent de stocker la chaleur. Ensuite, à la demande de l'industriel, on produit de la vapeur, ça passe dans un échangeur de chaleur, on produit de la vapeur. Donc la vapeur
continue son chemin vers le réseau de vapeur existant du site. Et ensuite, sur la partie résiduelle, elle retourne en boucle fermée, la retourne en boucle fermée. Ce système, ça veut dire que, en fait, comme on va beaucoup plus charger aux heures favorables, on va pouvoir stocker l'énergie et y compris quand l'électricité est chère, le stockage va nous permettre de livrer à l'industriel une chaleur compétitive par rapport au gaz. Il y a aussi des épisodes où l'électricité est chère pendant longtemps, c'est les épisodes de vagues de froid, c'est les dernières semaines qu'on a connues, et dans ce cas-là, on laisse aussi la chaudière à gaz reprendre le relais, ça s'appelle l'hybridation, pour assurer que l'énergie reste toujours compétitive et améliorer la couverture du risque au prix de l'énergie des industriels. Donc voilà à peu près les éléments que je voulais vous donner. Pour vous donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire sur des projets en France, ça dépend bien sûr des sites, hein, mais c'est un coût de la chaleur qui peut être presque 20% inférieur au coût du gaz naturel aujourd'hui. Donc c'est aussi préserver des emplois, préserver la compétitivité de l'industrie en France. Des émissions de CO2 qui sont à moins 90% par rapport au gaz. En France, on a la chance d'avoir un réseau électrique très décarboné. Et c'est encore plus boosté par le fait que nous, on consomme aux heures de forte production. Une température de chaleur qui est jusqu'à 500 degrés, autour de 500 degrés, ça correspond dans l'industrie à ce qu'on appelle la moyenne température. Donc c'est pas encore les fours de verrier, c'est pas non plus les réseaux d'eau chaude, donc c'est essentiellement ces réseaux de vapeur qui servent dans l'agroalimentaire pour faire du séchage, pour faire de la cuisson, pour faire du nettoyage, dans la papeterie, on l'a dit, et également dans la chimie. Et enfin, un rendement, c'est des technologies qui sont à la fois très nouvelles et en même temps avec que des briques matures. Les résistances, vous savez tout ce que c'est. Les briques aussi, une chaudière, enfin un échangeur de chaleur aussi. Et donc ça nous permet d'avoir quand même un hardware assez robuste et un rendement à 95% qui est à peu près le même que ceux des chaudières sur l'étagère. Donc aujourd'hui, l'offre qu'on propose Epir en tant que fournisseur de solutions, c'est, comme vous le disiez aussi, c'est le CAPEX, on le porte. Aujourd'hui, faire porter des CAPEX pour se décarboner à des industriels, c'est très compliqué, puisque l'objectif est avant tout de rester à flot. Investir n'est pas toujours à l'ordre du jour, donc Epir porte les CAPEX et on propose un modèle qui est de la chaleur as a service, ce qui veut dire qu'on vend de la chaleur à nos clients en leur garantissant qu'elle ne sera pas plus chère, voire moins chère que celle qu'ils payent aujourd'hui. Ça permet aussi une adoption assez facile de la part de tous ces clients. Et puis on reste bien sûr dans des partenariat de long terme puisqu'on opère l'actif pendant 15 ans au moins. Alors les contrats d'achat de chaleur dans l'industrie, c'est plus 15 ans que 30 ans ou que 20 ans. Et ça nous permet d'assurer un partenariat de long terme et une gestion de l'énergie plus intelligente et plus souveraine sur les sites industriels. Merci beaucoup.